Qu'est-ce que le syndrome de Kiss et comment le reconnaître sur mon bébé et surtout quoi faire? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le syndrome de Kiss, comment le détecter sur ton bébé et surtout vers qui aller pour le traiter. J'en profiterai dans cette vidéo pour te partager mon expérience juste après ça. Salut, je suis Marion, je suis maman, mais pas seulement, je suis aussi infirmière puéricultrice. Bienvenue sur cette vidéo, je vais te parler du coup du syndrome de Kiss, un syndrome trop peu connu en France et qui nous a bien mis en difficulté à la naissance de ma fille, il y a 3 ans et demi maintenant. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin car je vais partager avec toi l'expérience qu'on en a eue en tant que parent avec mon mari et surtout ce qu'on a mis en place pour survivre à tout ça. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos car j'en publie une chaque semaine. Concrètement, c'est une perturbation de la symétrie du corps causée par un blocage au niveau de la base du crâne et de la première cervicale. Donc, les causes du syndrome de Kiss peuvent être le déroulement de la grossesse qui a été stressant pour la maman, où la maman a pu faire une chute durant la grossesse, en fonction aussi de la position du bébé dans le ventre de sa mère, une grossesse gémellaire, voilà, une grossesse avec une grossesse de jumeaux, un accouchement difficile avec un recours au forceps ou à la ventouse, des pressions fortes sur le bassin, sur le ventre de la maman dans le but de faire descendre le bébé dans le bassin, et aussi le bassin de la mère qui serait trop étroit. On constate aussi dans les recherches que j'ai pu faire que 30% des mamans qui ont un bébé souffrant du syndrome de Kiss ont elles-mêmes des métiers provoquant des contraintes au niveau du bassin, le port de charges importantes, voilà, comme par exemple des mamans qui feraient un travail de manutention ou ça m'a fait sourire, des mamans infirmières ou aides-soignantes qui peuvent porter des patients assez lourds. Au niveau des symptômes qu'on peut retrouver chez le bébé porteur de ce syndrome, franchement, le plus gros des symptômes, en tout cas les plus parlants, c'est la posture de l'enfant. En fait, souvent, le bébé va être en forme de C ou de virgule. En fait, il va avoir la tête penchée et le bassin, voilà, penché du même côté. Donc ça, alors des fois, ça peut être subtil, mais sinon, quand on a l'œil et qu'on observe vraiment, on peut voir en fait cette position. Un autre symptôme aussi, c'est que la tête de l'enfant du coup est toujours penchée ou en extension, voilà, vers l'arrière, la nuque, voilà, vers l'arrière. Pareil aussi souvent en hyperextension au niveau de la colonne vertébrale. C'est un bébé du coup qui va pleurer beaucoup, qui va aussi, en fait, les tensions qu'il peut avoir dans le corps peuvent avoir des répercussions du coup sur des régurgitations, des coliques, en tout cas le système digestif qui est pas mal sollicité à cause des tensions qu'il peut avoir dans son petit corps. Donc ça peut être un enfant du coup qui peut avoir beaucoup de régurgitation, de coliques, beaucoup de pleurs, des nuits difficiles, voilà, il a du mal à s'endormir seul, à rester posé. On peut retrouver aussi une asymétrie au niveau du bassin, donc pareil, asymétrie, c'est-à-dire que peut-être un côté de bassin plus haut que l'autre et aussi un blocage au niveau de ces articulations-là. Dans les recherches que j'ai pu faire aussi, on a pu aussi noter que le bébé qui souffre de ce syndrome peut avoir souvent le hoquet dans le ventre de sa mère, ce qui en fait veut dire qu'il y a une compression quasi permanente au niveau du diaphragme. Au niveau du coup de mon expérience et de ma grossesse, j'ai pas une grossesse particulièrement difficile, en tout cas j'ai pas de souvenir que ça a été très compliqué, j'ai pas eu de grosses nausées, j'ai pas chuté, voilà, j'ai une grossesse quand même plutôt cool, mis à part peut-être des reflux en fin de grossesse, mais c'était peut-être 15 jours avant que j'accouche, donc voilà, c'était pas non plus insupportable. Mais en fait, Héloïse était positionnée en siège décomplété, ce qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'en fait, elle avait donc les fesses déjà engagées dans mon bassin et les pieds en fait au niveau de son visage. Et je me souviens en fait sur les échographies, on pouvait voir qu'elle tétait son gros orteil sur les échographies. Donc bien sûr, quand on voit ça sur les échos, on trouve ça trop mignon. Mais en fait, on n'imagine pas ce qui va arriver derrière. Et en fait, du coup, j'avais le bassin qui était trop petit, trop étroit pour la laisser passer. Du coup, j'ai eu droit à une césarienne programmée.
voilà, que j'ai pas super bien vécu, hein, on peut pas dire que ça s'est super bien passé. Ça s'est bien fini, mais ça a failli ne pas être le cas. Je pourrais raconter mon expérience sur la césarienne dans une autre vidéo, pardon, si ça vous intéresse. Le but étant de ne pas forcément faire stresser les futures mamans qui me regardent. Voilà, c'est juste mon expérience. On sait bien que toutes les césariennes ne se passent pas forcément mal. La plupart du temps, ça se passe quand même très bien. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire que c'est le cas. Les premiers signes d'Héloïse que j'ai pu remarquer, en tout cas, les premiers signes qui m'ont fait penser qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Le premier, ça a été quand même qu'elle me faisait mal au niveau... Enfin, j'ai allaité Héloïse et en fait, le premier signe qui me faisait penser qu'il y avait un truc qui clochait, c'était qu'en fait, elle me faisait mal en tétant. Alors, je sais qu'on entend beaucoup que l'allaitement peut faire mal au début, que c'est normal, que c'est le temps que la peau se fasse. Voilà, tout un tas de choses, de croyances. Bon, il faut savoir que c'est totalement faux, hein. L'allaitement, de toute façon, ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème de positionnement, que ce soit au niveau du bébé ou de la bouche de bébé sur le sein. En tout cas, voilà, l'allaitement ne doit pas faire mal. Donc, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, hein. On m'avait dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir mal une petite quinzaine de jours, puis après, ça va aller, c'est le temps que votre poitrine se fasse. Bon, bah, au bout de 15 jours, c'était toujours le cas, hein. J'avais toujours autant mal et je peux vous dire que je m'accrochais au coussin d'allaitement au moment où je la mettais au sein. J'avais même peur, en fait, à un moment donné, hein, presque, j'étais réticente presque à la mettre au sein à un moment donné. Un autre signe qui m'a fait penser que c'était bizarre, c'est qu'elle ne voulait pas être posée. En fait, dès que je la posais, dans sa nacelle, dans un transat, n'importe où en fait, dans son lit. Elle refusait d'être posée, même ne serait-ce que 5 minutes, le temps que j'aille aux toilettes. Voilà, elle refusait, donc c'était très éprouvant. Elle avait aussi de gros reflux, clairement je les entendais même, hein. J'entendais des glouglous, je la voyais grimacer tout le temps, elle était inconfortable sans arrêt, elle pleurait beaucoup, vraiment elle était très très mal. Elle avait aussi des pets explosifs. Alors, sans trop rentrer dans les détails, on faisait très vite quand on la changeait parce qu'en fait, dès qu'on lui remontait un peu les jambes sur le ventre, elle avait un paix et souvent, bah, elle nous repeignait de la tête aux pieds. Elle avait aussi tout le temps la tête penchée. Bon, on avait beau essayer de lui redresser, il n'y avait rien à faire. Déjà, elle était très rigide, on n'arrivait pas vraiment à lui mobiliser la tête. Et puis surtout, quand elle dormait, on essayait de lui repositionner la tête autrement et en fait, elle gardait la même habitude. Elle avait aussi la posture en C, que moi, j'avais jamais fait attention. Enfin voilà, ça m'avait jamais vraiment sauté aux yeux. C'est plutôt la consultante en lactation, moi, qui l'avait remarqué, et du coup, qui m'avait orientée vers un ostéopathe. Bon, bien sûr, du coup, elle dormait très peu, ou en écharpe de portage. Il n'y avait que comme ça que j'arrivais à l'apaiser. Et bien sûr, les trajets en voiture étaient infernaux. En tout cas, c'était la grosse cata. 5 minutes, 4 heures, c'était l'enfer, clairement. Même pour aller faire les courses, on se demandait si on allait l'emmener à chaque fois. On attendait que l'un soit disponible pour que l'autre aille faire les courses sans elle parce qu'on n'y arrivait pas, quoi, clairement. C'était l'enfer. Je me souviens même que cet été-là, elle est née fin mai, Héloïse. Du coup, l'été, on n'avait même pas osé partir en vacances parce qu'on s'était dit que ça allait être vraiment l'enfer, quoi. Du coup, ce que j'ai mis en place, enfin ce qu'on a mis en place pour essayer de nous alléger, on va dire, le quotidien et les pleurs, clairement, l'écharpe de portage nous a sauvé la vie. Du coup, il n'y avait que comme ça en fait qu'on arrivait à l'apaiser. Dès qu'elle était levée contre moi et que j'arrivais un peu, voilà, que je marchais, en fait j'ai marché beaucoup, hein. Clairement, à la limite, le syndrome de Kiss, on pourrait dire que c'est un sacré régime parce que j'ai perdu très rapidement mes kilos de grossesse, hein. J'ai tout perdu les premiers mois parce que j'ai énormément marché avec Héloïse en écharpe. J'ai aussi eu de multiples consultations chez une consultante en lactation parce que, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, au bout de 15 jours, j'avais toujours autant de mal au niveau de l'allaitement et je voulais vraiment comprendre d'où venaient ces soucis, en tout cas ces problèmes de succion, quoi. Héloïse a aussi vu, je crois, 3 ostéopathes différents, une chiropracticienne et bien sûr, j'avais consulté aussi le médecin traitant, le pédiatre. Parce que j'étais persuadée et intimement convaincue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ma fille, qu'elle était douloureuse concrètement et que j'avais envie de savoir d'où ça venait parce que clairement c'était invivable, hein, la situation,
je me sentais vraiment désemparée, pas écoutée, pas entendue et seule dans cette situation vraiment. J'étais intimement persuadée que ma fille n'allait pas bien, mais en fait c'était pas visible pour les autres. En fait tout était mis sur le fait que j'étais une maman primipare, donc c'était la première fois que j'étais maman. Donc ça sous-entendait que je pouvais être très angoissée, voire trop, ou de manière inexpliquée on va dire. Et aussi, on me disait, mais oui, elle a mal au cou, en fait, elle a un torticolis congénital et ça va pas partir comme ça, il faut plusieurs séances d'ostéopathie pour que ça s'en aille. Bon. Une étude en France quand même montre que seulement 2% des praticiens, donc les médecins, les pédiatres, les ostéopathes, les chiropracticiennes, enfin praticiens ou chiropracteurs, euh, les orthopédistes, voilà, très peu, de 2% de tous ces professionnels ont connaissance de ce syndrome, ce qui est effectivement très peu. Et en fait, ce qu'il l'explique, c'est que en fait, ce syndrome n'est tout simplement pas enseigné en école d'ostéopathe ni en fac de médecine, alors que ça touche quand même 6% des nouveau-nés en France. Donc 6%, ça représente quand même 50 000 naissances dans l'année. Donc avec 50 000 bébés qui ont ce syndrome de Kiss quand même. Donc pour revenir un peu sur mon état, j'étais complètement épuisée. En fait, j'ai même cru que je faisais une dépression postpartum parce que j'arrêtais pas de pleurer. J'avais l'impression d'être en burn-out complet. Donc j'ai fini par aller voir la psychologue de la PMI de mon secteur. Bon, qui m'a rassurée sur mon état en me disant que c'était pas une dépression, qu'effectivement j'étais en burn-out total, que j'étais épuisée et qu'en fait je pleurais beaucoup parce que j'exprimais comme je pouvais, on va dire, je gérais la situation comme je pouvais. Bien sûr, j'étais pas seule, il y avait mon mari, mais en fait lui-même était complètement, encore plus désemparé que moi par la situation, donc c'est vrai que je gérais beaucoup de choses. En plus, c'était difficile parce que du coup, j'allaitais Héloïse et elle refusait les biberons. Enfin, au début, en tout cas, elle refusait les biberons, elle refusait la tétine. Donc clairement, il n'y avait que moi qui pouvais subvenir à son besoin de succion en la mettant au sein. Et quand Anthony la prenait en portage, en fait, souvent elle pleurait. Donc du coup, il était assez mal à l'aise, il savait pas trop quoi faire. Donc bon, ça a fini que voilà, c'était tout le temps moi en fait qui l'avait sur moi en écharpe et tout. Donc c'était assez éprouvant. Ma famille était soutenante et présente aussi, mais bon, pas savoir quoi faire, quoi me dire. Si, à part de me dire, peut-être arrête d'allaiter, si tu donnes le biberon, peut-être qu'elle dormira plus. Ou alors arrête de la porter, peut-être laisse-la pleurer un petit peu, elle va se calmer toute seule. Enfin voilà, des petits conseils que j'arrivais pas trop à entendre parce que c'était pas trop ma philosophie pour moi de la maternité. Voilà. Pour moi, c'était inconcevable que j'arrête l'allaitement alors qu'il n'y avait que ça qui arrivait à la calmer, et inconcevable que je la laisse pleurer parce que pour moi, elle exprimait une douleur, une angoisse, quelque chose, et que mon rôle était pour moi d'y répondre, quoi. En tout cas, de la rassurer du mieux que je pouvais. Puis un jour venant, au mois d'août, je recontacte une consultante en lactation, donc qui n'était pas celle que j'avais l'habitude de voir parce qu'elle était en vacances. J'en contacte une autre qui était elle-même en vacances d'ailleurs, mais en fait elle m'a répondu et je pense qu'elle a eu pitié de moi parce que je pleurais au téléphone. En fait à la base dans mes souvenirs je l'appelais aussi parce que j'avais l'impression d'avoir un canal lactifère bouché, donc je cherchais des conseils. Donc elle m'aide, elle me répond, répond à mes questions, puis je finis par à lui parler de ma fille en lui disant j'ai un bébé qui est très douloureux, qui a beaucoup de reflux, j'ai été voir plusieurs ostéopathes, mais elle a toujours la tête penchée. Enfin, voilà, je lui raconte un petit peu ma vie, je crois. Et en fait, c'est elle en fait qui finit par m'aiguiller sur le syndrome de Kiss en m'orientant vers un site internet officiel, donc d'une équipe d'ostéopathes qui prenait en charge ce syndrome-là. Il y a aussi un groupe Facebook de mères allaitantes que je consultais beaucoup et que je sollicitais beaucoup. Voilà, je postais souvent des messages. Et en fait, dans les posts souvent publiés, il y avait de temps en temps le syndrome de Kiss qui passait. Du coup, ça avait éveillé ma curiosité et j'avais été me renseigner moi-même, savoir c'est quoi ce syndrome et tout. Donc finalement, quand j'ai vu les symptômes du syndrome de Kiss, j'ai fait en fait clairement Héloïse elle coche toutes les cases quoi. Elle a tous les symptômes en fait du syndrome. Donc c'est bizarre qu'il y en ait aucun qui m'aiguille là-dessus. Quand j'avais été voir la chiropracticienne,
Ma fille pleurait pendant la séance, c'était la cata. Puis j'ai fini par lui dire, mais vous pensez pas qu'il y aurait peut-être un lien avec le syndrome de Kiss par rapport à tout ce qu'elle a? Et moi, elle m'avait dit, le syndrome de Kiss, c'est un mot pour faire peur. Et en fait, votre fille, elle souffre ni plus ni moins d'un torticolis congénital. Bah, j'ai dit, oui, je veux bien, mais en fait, ça fait quand même 3 mois qu'on soigne ce fameux torticolis et qu'en fait, clairement, c'est de pire en pire, quoi. Donc du coup, moi, n'y connaissant pas plus que ça, elle me dit que c'est pas ça, je la crois, hein. Et puis je passe à autre chose. Mais du coup, c'est vrai que la consultante en lactation, elle m'a direct orientée vers le site internet. Et puis elle m'a dit, écoutez, ça coûte rien, concrètement, même si vous n'êtes pas sûr que ça soit ça, vaut mieux en être sûr. Donc envoyer un dossier, il fallait remplir un dossier avec les photos de l'enfant, donc de face, de profil, sur le dos, sur le ventre et de profil. Et quand j'ai eu la secrétaire au téléphone, donc du médecin ostéopathe qui soignait ça, ce syndrome, elle m'a dit, c'est bien, vous avez envoyé le dossier, mais je tiens quand même à vous prévenir qu'il y a quand même 8 mois d'attente avant qu'on vous appelle. La douche froide. Donc j'ai dit, il n'y a pas le choix, on va attendre. Et puis, mais j'étais quand même très déçue, hein. Je me suis dit, punaise, on va jamais en voir le bout en fait. Donc juste pour un rappel, en 2018, donc à l'époque de la première année de ma fille, il n'y avait que 2 médecins ostéopathes qui soignaient ce syndrome-là en France, donc un dans le 95 et un autre à Aix-en-Provence. Donc je m'étais dit, la voiture étant difficile, j'espère que je vais rapidement être appelée dans le 95 parce que sinon, de toute façon, s'il fallait faire les kilomètres pour aller à Aix-en-Provence, moi en habitant en région parisienne, de toute façon, je l'aurais fait. Mais voilà, on s'était dit, quand même, on espère être appelé dans le 95. C'est un syndrome qui est quand même beaucoup plus connu en Belgique et en Allemagne, hein. Donc il y a beaucoup plus de praticiens aussi qui soignent ce syndrome-là dans ces pays-là. Donc je m'étais dit, au pire, si on n'en peut plus et que c'est la cata et que... je pense que j'avais peut-être pas encore atteint mon niveau de saturation. Et je me suis dit, si ça arrive, j'appellerai en Belgique. Je savais que les délais d'attente étaient du coup plus courts parce qu'il y avait quand même plus de praticiens. Donc du coup, je m'étais dit, au pire, on ira en Belgique. Et puis en fait, au vu du dossier que j'ai envoyé et des symptômes qu'Héloïse avait, des photos et du jeune âge, parce que du coup, elle avait 4 mois, en fait, j'ai été appelée au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, la secrétaire m'appelle pour me proposer le premier rendez-vous et elle m'explique qu'en fait, au vu du dossier, effectivement, elle semble très atteinte et elle est jeune. Donc, plus c'est pris à temps jeune, mieux c'est au niveau guérison. Donc, du coup, son dossier, en fait, est passé en priorité. Donc, joie, plus. On avait enfin l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'était vraiment une grosse bouffée. On a eu un rendez-vous du coup 15 jours après avec du coup l'équipe d'ostéopathes. Donc en pratique, si vous voulez, il y a 2 ostéopathes qui manipulent un peu la petite, qui l'ont manipulée pour la détendre au maximum. Et en fait, tout de suite, le diagnostic tombe. Héloïse souffrait du syndrome de Kiss de forme sévère. Donc en fait, quand on m'a dit ça, j'ai fondu en larmes. Comme si j'étais soulagée enfin qu'on ait mis le doigt sur quelque chose et en fait je me suis dit ça y est, enfin notre calvaire va s'arrêter, on va enfin soigner ma fille et ça va aller mieux quoi, on va enfin pouvoir vivre normalement avec elle quoi. Donc du coup elle a fait 3 rendez-vous là-bas à 15 jours d'intervalle à peu près si mes souvenirs sont bons. Alors par contre 120 € la séance, hein. Donc en soi quand on réfléchit il y a quand même 3 ostéopathes, un médecin ostéopathe et 2 ostéopathes qui interviennent dans la séance. Donc en soi, c'est justifié. Mais je me suis dit quand même, heureusement que nous, on peut à peu près se débrouiller. Donc on roulait pas sur l'or, hein. On roule pas sur l'or de toute façon, mais on s'était dit de toute façon c'est la priorité et puis on a eu un petit peu d'aide de notre famille par rapport à ça. Donc comme je disais, c'est 2 ostéopathes qui manipulent un petit peu qui a manipulé un petit peu Héloïse pour détendre au maximum les tensions qu'elle pouvait avoir et c'est ensuite le médecin ostéopathe qui est venu lui faire la manœuvre pour lui débloquer la cervicale. D'ailleurs c'est le seul qui est habilité, c'est le médecin ostéopathe qui est habilité à manipuler la nuque des bébés. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Il n'y a que lui qui peut le faire. Un ostéopathe simple, on va dire, ne peut pas le faire, n'a pas le droit. Donc, dès le lendemain du rendez-vous, clairement, j'ai vu une amélioration. Alors, on m'avait dit
soyez pas surprise. Après une manipulation aussi intensive, souvent les bébés Kiss ont une recrudescence des symptômes. En fait, c'est un peu exacerbé pendant 2-3 jours. On a l'impression que c'est pire. Et en fait, au bout de 2-3 jours, ça redescend et le bébé est plus calme et plus apaisé. Donc du coup, moi j'ai pas trop ressenti ça, mais en fait surtout ce que j'ai vu c'est que j'ai pu la poser en fait dès le lendemain, j'ai pu la poser dans son transat, alors pas 2 heures hein, mais au moins 5 minutes, et surtout pendant ces 5 minutes elle était calme. J'avais mis la petite arche avec des petits jouets, là, des petites peluches qui pendaient devant elle, et puis elle les regardait. À un moment donné, elle s'est même mise à leur parler, elle souriait et elle était apaisée quoi. Et il y avait un autre truc que j'avais pas fait attention, mais en fait elle ne levait pas ses jambes, elle bougeait les jambes. Elle bougeait les jambes voilà, comme un bébé, mais elle ne levait pas les jambes en fait. Et en fait, à partir du lendemain, j'ai vu qu'elle pouvait lever les jambes. Donc voilà, grosse amélioration, gros soulagement. Bon, on a quand même fait les rendez-vous derrière. Mais voilà, pour nous, ça a été quand même le jour et la nuit, quoi. Donc à la suite de ces 3 rendez-vous, j'ai continué de faire suivre Héloïse avec une ostéopathe à côté de chez moi qui avait connaissance du syndrome de Kiss et puis surtout qui le prenait au sérieux. L'équipe du 95 m'avait prévenu qu'il fallait que je reste vigilante quant aux signes d'inconfort d'Héloïse, en tout cas qui pouvaient revenir, parce qu'il m'expliquait qu'à chaque nouvelle acquisition motrice, voilà, apprendre à se tourner sur le ventre, apprendre à s'asseoir, à se mettre debout, puis ensuite à marcher. Tout ça, ça pouvait être des raisons pour lesquelles le corps pourrait un petit peu se retendre, en tout cas des tensions pouvaient revenir à ce moment-là. Donc du coup, effectivement, il était important que je puisse la faire suivre par un ostéopathe, compétent en tout cas dans ce domaine-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là. Clairement, elle a eu un long suivi les 2 années suivantes, on va dire, où j'y allais tous les mois, puis tous les 2 mois, puis tous les 3 mois. Là, actuellement, Héloïse, elle a 3 ans et demi. Elle va très bien. Elle n'a eu aucun retard de développement psychomoteur. Elle a marché à 15 mois. Elle va bien. Enfin, voilà, en tout cas, aujourd'hui, ce syndrome n'aura eu aucune incidence sur elle, sur son développement. Elle est totalement guérie. On continue de voir l'ostéopathe, alors maintenant ça sera 1 fois par an. Et puis après, l'ostéo m'a dit bien sûr, si vous constatez quoi que ce soit, vous revenez avant. Mais voilà, a priori, en tout cas, il n'y aura aucun effet sur le long terme de ce syndrome-là. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. N'hésite pas aussi à partager ton expérience si jamais tu as eu un enfant ou tu as en ce moment un enfant qui a un syndrome de Kiss. N'hésite pas du coup à partager ton expérience en commentaire aussi. Je te mettrai aussi tous les liens des sources que j'ai pu utiliser pour faire cette vidéo en barre d'infos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage. Ciao!